Salut, ici Maël. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo particulière, c'est une vidéo flashback. Ce que tu t'apprêtes à regarder, c'est un ensemble de mes premières chroniques vidéo sur Booktube que j'avais publié sur mon ancien compte L'Ange Sauvage. Voilà, j'ai dit que ça me tenait à cœur de republier des vidéos comme ça venant de mon autre chaîne, de ma précédente chaîne, parce que ce sont des vidéos que j'aime bien. Tu vas voir, niveau qualité, son et image, on n'y est pas encore, même si j'ai travaillé au montage pour que ça se ressente le moins. Ce que j'aime beaucoup avec ces vidéos-là, c'est que au-delà du message, au-delà de ce que je dis sur ces livres et tout, c'est surtout qu'on voit un tout petit peu mon évolution par ici. Pas seulement mon évolution capillaire d'ailleurs, mais mon évolution tout court. Je sais pas, ça me rend un tout petit peu fier limite. Donc c'est pour ça que ces vidéos me tiennent à cœur. Du coup, cette première vidéo flashback lance un tout petit peu ce concept où je reprends des vidéos et je les remets sur cette chaîne en les retravaillant un tout petit peu. C'est pas comme tel, mais voilà, en les retravaillant un tout petit peu, là tu vas avoir un ensemble de 4 vidéos qui au départ ont été publiées de manière totalement indépendante. Mais j'espère que tu aimeras quand même regarder ces vidéos ou re-regarder. Tout ce que je dis dans ces vidéos sont toujours valables. Et tu vas voir que ouais, j'ai une autre manière de m'exprimer parce que j'écrivais encore à ce moment-là mes chroniques vraiment. C'est vrai que ça change de ce que je fais maintenant, où maintenant je suis beaucoup plus libre, j'ai moins de notes et je parle voilà comme ça, un petit peu sans filtre. Trêve de blabla, place à mon moi d'il y a 1 an et demi, quasiment 2 ans. Le temps passe très vite. Allez, bon visionnage. Pas dans le cul aujourd'hui, j'ai mal. Et puis j'aimerais d'abord discuter un peu avec toi, car j'ai de l'estime pour ton intellect. On peut supposer que ce soit suffisant pour baiser en direction de la stratosphère. Ah ça là? Ah non, non, c'est pas moi, ça vient d'un livre, voilà. Pendant qu'aujourd'hui, de Jana Serna, traduit du tchèque par Barbara Faure, chez les éditions La Contre-Allée. C'est une lettre absolument magnifique, bouleversante. J'espère que en ces temps un peu troubles et hyper bizarres, tu te portes bien et que tout va bien pour toi. En tout cas, reste chez toi. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Je vais te parler de cette lettre absolument magnifique et pourquoi je l'ai adorée. Avant toute chose, voilà, il faut d'abord que je te parle de l'autrice. Jana Serna, c'était la fille de la Milena des lettres de Kafka. Et surtout, ça a été une sorte de figure du mouvement underground après la Seconde Guerre mondiale dans le bloc de l'Est. C'était une femme qui était très libre, très marginale, du fait aussi de ses opinions. Elle écrit un poème dans les années 1947, il me semble, qui s'intitule Pas dans le cul aujourd'hui. Dans les années 60, elle écrit cette lettre au philosophe Egon Bondy, qui est son amant. Voilà, ils se voient pas du tout, enfin pas très souvent. C'est une lettre d'amour où elle se dévoile complètement. Tu penses que ton côté sentimental me déplaît. Comme tu te trompes, mon chéri, comme tu te trompes. Il me plaît beaucoup et j'en ai besoin, mais il m'a aussi fallu un grand nombre d'années pour y ajouter foi. Je les désire aujourd'hui, non que je trouverai un plaisir particulier à la sentimentalité, mais parce qu'elle vient de toi, qu'elle fait tout simplement partie de toi, partie de nous. Je n'ai jamais été trop encline à me comporter de manière raisonnable, sans doute simplement parce que je ne suis pas du tout raisonnable, ou parce que tout ce qui est sain et raisonnable me répugne de manière presque physique. Tout ce que j'ai fait dans ma vie et dont j'ai eu honte, je l'ai fait parce que c'était raisonnable. Non merci, sans façon, gardez-moi de la peste, du typhus et de l'esprit raisonnable. Le raisonnable, ce sont les affiches anti-alcooliques, la gestion d'état, le préservatif et la télévision. C'est la poésie stérile qui sert la bonne cause. Pour l'amour du ciel, épargnez-moi le raisonnable. J'ai assez de vitalité pour en supporter plus que n'importe qui d'autre. Mais le raisonnable me ferait mourir en moins d'une semaine de la mort la plus triste qui soit. Le raisonnable détruit en moi tout ce qui fait sens. Il m'ôte toutes mes forces, qu'elles soient érotiques, intellectuelles ou autres. Donc je veux bien croire que ce n'est pas parce que je suis raisonnable que je me dis que si nous restons ensemble, ce ne sera qu'après une décision vraiment libre. Ça montre d'emblée tout le caractère et la personnalité de cette femme. Elle a un petit peu vécu sa vie comme une sorte de grande aventure.
avec tous les risques. Elle oppose d'emblée cette lettre aux autres lettres typiques d'amour, où cela regorge de sentimentalité, de choses peut-être un peu clichés qu'on peut voir dans les déclarations d'amour, qui peut-être sont elles aussi sincères, mais qui sont inscrites aussi dans des sortes de codes. Ça montre à quel point aussi elle veut aller contre les codes. Et c'est une femme qui ne veut surtout pas être casée quelque part, et même en couple, même en amour. Et nous sommes dans les années 60 quand elle écrit ça, donc moi je trouve ça assez quand même... je trouve ça assez fort, quoi. Donc c'est une femme qui s'assume complètement, mais qui aussi, dans cette déclaration d'amour, s'avoue complètement à l'être aimé. Elle met l'autre sur un piédestal. Ouais, on a un petit peu cette formulation-là d'un aveu d'amour. Elle se rend à cet amour, elle se rend à cette dépendance amoureuse qu'elle peut avoir vis-à-vis de l'autre. Elle démontre à quel point elle est complètement shootée, droguée euh, par cet amour de l'autre. Et on va voir cet amour n'est pas que physique, justement, et c'est ça qui est assez original dans cette lettre. C'est qu'elle mêle tout un aspect philosophique de l'amour. Donc il y a toute une conception propre à elle de l'amour qui est entièrement liée euh, à l'intellect, mais aussi à ce côté charnel. Donc elle mélange un petit peu le corps et l'esprit. Elle montre à quel point aussi l'intellect chez l'autre l'emporte beaucoup plus, et même peut-être encore plus érotique que son corps lui-même. Tout est plaisir chez l'autre. Comprends-moi bien, mon chéri, tout cela est inséparablement lié. Le fait que je t'aime et que je veuille coucher avec toi est lié à ma passion pour ton travail. Il est vraiment difficile de faire la part entre l'excitation due à ton corps que je connais si intimement et celle qui vient de n'importe laquelle de nos discussions. C'est vraiment difficile. Quand je suis au lit avec toi, je peux parler philosophie, et quand on en parle à table, ma chatte peut se tenir au garde à vous, car on ne peut pas séparer les choses et les abstraire l'une de l'autre. Je veux passer des heures à bavasser pour pouvoir coucher avec toi, et je veux baiser avec toi pour parvenir à ces heures de discussion. Je veux, non, il me faut savoir que même cette baise et ces heures passées à bavasser ont un lien avec ton travail. Tout cela n'aurait aucun sens si ce lien n'était pas aussi étroit et serré et imbriqué que je me le figure. Peut-être en arriverons-nous un jour au point d'être vraiment ensemble avec tout ce que cela comporte, et ce sera plus que le bonheur, mais je déguerpirai sur le champ à l'instant où ça aura perdu ce sens réel, unique et véritable. Je déguerpirai pour épouser un ingénieur commercial possédant une Spartak Skoda parce qu'alors il n'y aura plus aucune différence. L'érotisme est donc lié à cette forme de savoir, se met finalement comme une sorte de confidente. L'autre peut tout lui dire, et justement, en fait, elle est en quête de ça, de ces heures où il parle de philosophie. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce petit passage, c'est voilà, cet effet de rapport qu'il y a entre la philosophie, le fait de bavasser durant des heures, et comment ça arrive à l'exciter, c'est-à-dire le taux d'excitation qui monte au fur et à mesure qu'il parle de philosophie, et cette sorte de spirale du coup qui intervient là-dedans. Plus il parle de philosophie, plus elle a envie de lui faire l'amour, et plus elle a envie de lui faire l'amour, plus elle a envie de parler encore avec lui de philosophie, etc. Donc elle montre aussi à quel point comment se forme aussi une relation amoureuse comme ça, qui va de l'intérêt pour l'autre, pas seulement un intérêt charnel, pas seulement un intérêt érotique pour l'autre, mais aussi un intérêt intellectuel. Il y a ce langage cru, ce langage complètement mis à nu des artifices, un langage complètement frontal. N'hésite pas à employer des mots comme bite, chat, tout ça. Mais malgré tout, ce n'est pas entièrement vulgaire. C'est ça qui est énorme dans cette écriture et dans ce langage. Après, c'est traduit, hein, c'est une traduction, mais on ressent tout ce manque de l'autre, c'est-à-dire que c'est complètement viscéral chez elle, ce manque de l'autre, ce manque charnel et physique et psychique. C'est une écriture qui va entièrement tourner autour de fulgurance érotique. Ça surgit de nulle part en fait. Euh, Ces mots-là et cette vulgarité, elle surgit au moment où on s'y attend le moins. Et c'est ça qui impacte aussi. Et c'est ça qui fait ressortir le côté complètement poétique de cette lettre. Elle se positionne aussi beaucoup sur comment Egon, lui, va recevoir ça. C'est criant
en fait de vérité. Cette lettre revendique beaucoup de choses, dont sa conception de l'amour, qui est une conception totalement libre, et il y a en même temps une ode à l'expérimentation de soi qui passe par la découverte de l'autre, et on met en perspective deux jouissances. Donc il y a cette jouissance psychique de l'autre, et il y a cette jouissance charnelle, deux jouissances qui sont liées l'un à l'autre. Et je pense aussi qu'il y a la jouissance de l'écriture de cette lettre, même si c'est pas entièrement facile, et elle le démontre aussi pendant tout le déroulement de cette lettre. C'est pas quelque chose qui est entièrement facile de se livrer comme ça. Ah, c'est beau quand même. Mais il faut me parler d'amour pour que je sois ému comme ça et bouleversé. C'est très beau. C'est très très beau et c'est pour ça que je te le conseille vivement. Mais qu'est-ce que je viens de lire là? Je vais te parler d'un livre des plus surprenants. Et c'est le cas de le dire. Je vais te parler de Kafka sur le rivage de Haruki Murakami, publié chez l'édition Belfond en 2006, traduit du japonais par Corinne Atlan. Ce qui caractérise ce roman, c'est cet aspect étrange, mystérieux, voire même mystique. Ce roman regorge tout un amas de thèmes qui s'entremêlent, c'est effarant. En fait, c'est comme un entremêlement de plein de nœuds différents que l'on s'amuse à dénouer au fur et à mesure que l'on tourne chaque page, avec plus ou moins d'efficacité, quoi. Et c'est un vrai casse-tête. D'ailleurs, Haruki Murakami évoque lui-même ce mystère qui entoure son propre roman, puisqu'il dit dans une interview qu'il a reçu plus de 4000 questions par rapport à ce roman sur son site internet, et qu'en fait des fois il se retrouvait démuni face à ces questions parce qu'il n'avait lui-même pas vraiment la réponse. Et la seule réponse qu'il donne, c'est que selon lui, il faut lire plusieurs fois son roman pour tenter d'apercevoir les solutions à ces énigmes. Et encore, il dit que même en faisant ça, sans doute qu'on n'arriverait même pas à trouver le quart des solutions à ces énigmes. En fait, dans ce roman, il n'y a aucune solution proposée et c'est pour ça que c'est un roman très mystérieux. Dans cette vidéo, moi, je ne vais pas m'efforcer de trouver la clé de chaque énigme tel un Indiana Jones de la littérature, parce qu'en fait, ce côté mystérieux et énigmatique, c'est ce qui m'a le plus séduit dans ce roman et ce qui m'a le plus ému. Et je vais te dire du coup pourquoi. Kafka sur le rivage nous emmène tout d'abord dans la fugue d'un jeune adolescent de 15 ans qui s'est prénommé lui-même Kafka Tamura en raison de sa passion pour l'écrivain Kafka et notamment pour le livre La colonie pénitentiaire. Ce jeune Kafka, qui signifie corbeau, a un double imaginaire qui s'appelle un garçon prénommé Corbeau. Voilà, c'est le nom entier de cette entité. Et cette entité surgit quand il ne sait pas trop comment agir, en fait. Parce que Kafka, c'est surtout un adolescent assez introverti. Il se sent complètement différent des autres adolescents. C'est un adolescent qui semble même s'être entraîné physiquement et mentalement pour cette fugue, pour pouvoir subvenir à ses besoins tout seul. Et à travers ce périple qu'il va mener, il va tomber sur une bibliothèque privée qui s'appelle la bibliothèque Komura. Et en fait, Kafka est un adolescent qui adore lire. Et ça va devenir un petit peu son refuge. Il va faire la rencontre là-bas de Oshima, c'est mon personnage préféré, qui va le servir de guide et de protecteur. Il va aussi faire la rencontre d'une femme de 50 ans qui s'appelle Mademoiselle Saiki, qui est une femme assez énigmatique, qui semble être là sans réellement être là. Elle est totalement absente au monde qui l'entoure. Elle est très 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 énigmatique et du coup assez fascinante. À côté de ça, on apprend aussi qu'il s'est passé une affaire très très bizarre au moment de la Seconde Guerre mondiale, du coup au Japon. Il y a des jeunes enfants qui étaient en promenade dans les montagnes et qui se sont tous évanouis d'un seul coup comme ça après avoir vu une lumière assez étrange. Et parmi ces enfants, il va y avoir un enfant qui va rester dans le coma beaucoup plus longtemps que les autres. Et on va suivre cet enfant dans le présent
C'est un vieil homme qui s'appelle Nakata et qui, depuis cet événement, ne sait plus lire. Il se considère en fait comme étant assez idiot. En fait, il est juste analphabète, mais surtout, il a acquis un pouvoir, une capacité qui est celui de comprendre le langage des chats. Et ces chats vont l'emmener, après un événement assez sanglant, à faire lui-même un certain périple. Il va rencontrer un chauffeur routier qui s'appelle Oshino. Et voilà quoi, c'est parti pour la grande aventure et il va être en quête d'une certaine pierre de l'entrée sans réellement savoir ce que cette pierre va faire, va produire. En fait, il sait juste qu'il doit être en quête, mais il sait pas trop où cela va l'emmener, quoi. Oui, oui, je sais, en entendant tout ça, je pense que tu te dis certainement, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire incongrue? Eh bien, justement, c'est selon moi là où est le génie de Haruki Murakami. Ce roman regorge de passages qui va te bousculer, qui paraissent mais complètement bizarres et voire même carrément chelous, notamment des scènes de sexe qui m'ont fait hérisser les poils. J'ai jamais lu des scènes de sexe comme ça, sans pour autant que cela desserve la cohérence globale de l'histoire. Et ça, c'est assez fort quand même. Kafka sur le rivage est un roman des fantasmes, où le réel et le rêve se confondent, ou plutôt l'un ne peut pas exister sans l'autre. Comme le dit lui-même Haruki Murakami, pour moi, écrire un roman, c'est comme avoir un rêve. Cela me permet de rêver intentionnellement pendant que je suis encore éveillé. Je peux continuer le rêve d'hier aujourd'hui. C'est aussi une façon de descendre profondément dans ma propre conscience. Donc, même si je le vois comme onirique, ce n'est pas de la fantaisie. Pour moi, le rêve est très réel. Ah bah tiens, en voilà peut-être une clé pour comprendre la construction de cette œuvre. Pour moi, en fait, c'est juste la grande thématique du roman. On présente ainsi des personnages complexes qui sont sur un fil entre deux mondes, entre un monde concret et un monde onirique. Des personnages assez ambigus qui sont en proie à des fantasmes, mais aussi à des fantômes du passé ou des fantômes d'un autre temps, qui sont en proie à plein d'irruptions fantastiques qui jaillissent comme ça dans leur vie. La vie elle-même semble être une grande métaphore. La quête physique accompagne du coup une quête plus intérieure, intime, existentielle, et c'est ça qui est le plus bouleversant. Les irruptions oniriques qui jaillissent servent en fait un propos philosophique sur l'amour, sur le temps, et aussi sur le destin. On suit alors la quête initiatique d'un adolescent, tantôt sur les routes, tantôt dans une cabane au beau milieu d'une forêt et des montagnes, tantôt en proie à ses fantasmes oniriques, mais aussi dans cette conquête d'un absolu. Même si j'ai lu ce roman en traduction et j'ai beau être confiné et regarder des animés en VOSTFR, je ne parle toujours pas japonais. Je ne peux pas ne pas te parler de l'écriture de Haruki Murakami qui est si singulière et qui est l'outil pour lui pour créer comme ça tout un monde onirique et absolument personnel. Il a su construire une atmosphère inquiétante, mais aussi très poétique. Une écriture qui allie pas mal de paradoxes comme ça, suit les habitudes des personnages dans leur style de vie, quelque chose de très concret, et en même temps des événements inimaginables qui se produisent, et il en ressort quelque chose d'envoûtant. Les descriptions sont super belles, je pense notamment à la description à un moment donné d'une plage et d'une mer, et voilà, on sent les forêts, on sent la mer, on a l'impression qu'on peut toucher les paysages comme ça du bout des doigts. Les personnages sont aussi attachants que complexes et ils ne nous cachent pas tous leurs défauts. Est-ce qu'on doit vraiment les suivre comme ça aveuglément dans leur périple? Est-ce qu'on doit leur faire confiance? Surtout qu'en plus ces personnages ne nous disent pas tout le moment venu. Donc il y a des choses qu'on apprend
par la suite. Donc est-ce qu'on peut faire confiance à ces personnages? On se pose sans arrêt la question. Et en même temps, on est emporté dans leur périple et on est emporté dans cette ambiance si singulière. Et c'est ça en fait qui rend le roman aussi insoutenable et c'est pour ça que on tourne chaque page avec un appétit beaucoup plus grand d'en savoir plus. En bref, Kafka sur le rivage est un roman qui, je suis persuadé, va t'élever dans une aventure singulière où tu ne seras pas en peine d'événements inattendus, voire inexplicables, et surtout d'émotions intenses. Alors, prêt à venir fuguer à travers les pages de ce délicieux roman? As-tu déjà ressenti en lisant que les mots soudainement prenaient corps? Ah bon? Bah dans ce cas-là, prends ça. C'est de la bonne. Je vais te parler du Corps des hommes d'Andrew Macmillan, traduit de l'anglais par Philippe Besson, aux éditions Grasset. Ce recueil regroupe 25 poèmes qui va te parler, je te le donne en mille, du corps des hommes. Ouais, je sais, c'était pas si évident que ça. Peut-être que là, tu te dis que ce thème n'est pas si innovant que ça, que beaucoup ont écrit sur le corps, ou même que ce thème n'est pas si intéressant que ça. Eh bien, je vais te dire dans cette vidéo pourquoi tu te trompes. Car ce recueil de poésie est un recueil qui te frappe, qui t'émeut, qui te bouleverse. C'est un recueil qui te prend aux tripes et surtout qui met à mal un petit peu les conceptions que tu peux avoir du corps, de la sexualité ou même de la masculinité. Andrew Macmillan nous donne à voir une conception qu'il a lui-même du corps qui est assez rude, assez brutale, assez crue, sans pour autant enlever la tendresse et enlever certaines formes de sensibilité. Ce sont des poèmes évidemment intimistes, écrits à la première personne. On suit un narrateur qui fait des portraits un petit peu de tous les hommes qu'il croise, de ses amants, des hommes qu'il croise dans les salles de sport, même de son petit-neveu qui est prisonnier de cette image viriliste et masculiniste que la société renvoie sans cesse. Et le regard d'un narrateur sur les autres hommes, plus précisément, c'est le regard sur le rapport que donne à voir des hommes sur leur propre masculinité, leur sexualité, leur amour, leurs émotions, leurs peurs, leurs angoisses, sur plein de thèmes comme ça majeurs. Les corps sont en lutte. Ce sont des corps qui sont en lutte contre la société, contre l'image, contre ce que doit être un homme dans la société aujourd'hui. Lutte de Jacob avec l'ange. Les peaux vierges s'entremêlent, ils luttent avec l'incessante question du corps de l'autre, jusqu'à ce que le matin vienne les briser ainsi que la force qui leur reste. Rien dans leur bas-ventre n'est doux, rien de leur étreinte ne se relâche. On dirait que leurs muscles fondent, ou qu'ils se consument après coup, ou ils sont à peine capables de marcher après coup, ou ils ne se nomment pas parce que, avec un nom, commencerait une histoire et le goût de la chair et du sang d'un inconnu n'appartient à aucune temporalité. Je te lis ici bien sûr la traduction de Philippe Besson, dont je ne peux pas vraiment juger ce qu'il en est, la valeur de cette traduction, parce que tout simplement mon niveau en anglais est juste catastrophique. Malgré tout, la version originale, et c'est ça qui est bien dans cette édition bilingue, c'est qu'on peut quand même voir ce qu'il en est de la version originale. Malgré tout, on voit qu'il y a un grand jeu au niveau des sonorités. Et surtout, il y a quelque chose moi, qui me frappe d'un coup, ce sont les vides laissés quelquefois dans les vers entre certains mots. Donc il y a une véritable recherche d'une intensité poétique. Selon le souffle qu'on prend quand on lit un poème, le sens va être peut-être autre. Et c'est ça qui est assez marquant. Donc il y a une vraie recherche d'intensité poétique pour ancrer le lecteur dans sa propre sensibilité. Et il y a un souffle qui nous tient en haleine et qui pointe une forme d'errance physique et émotionnelle. Andrew Macmillan
à travers ce recueil de poésie, nous montre à quel point il erre dans un monde de chair, dans un monde de sexe. Il nous dévoile sa quête de chair et pointe la tendresse d'une étreinte, mais aussi la part de solitude intense qu'il peut y avoir dans cette étreinte. Il montre une forme de mécanisme sexuel qui correspond à cette recherche tout le temps d'une certaine forme de performance. Le corps sexuel est donc une machine à performance, mais lui, Andrew McMillan, qui est-il dans tout ça? Je joue à être un autre, je te jette à terre, je t'embrasse de là où ma main est accrochée jusqu'à l'endroit où la tienne l'est. Je m'évertue à être ce qu'on attend de moi, mais cette tentative échoue à se concrétiser pleinement. Et je m'adosse au mur, les épaules rentrées, et j'ignore si les victoires que j'entends à travers le mur sont réelles. Tu vacilles à tout le moins, nos langues parlent pour nous, et nous restons plantés là, torse contre torse, comme deux guerriers vaincus, ayant échoué à faire ce qu'on attendait d'eux. Gunn avait raison, leur peau devient insensible, ils se rhabillent pour repartir. Les corps, plus que jamais, dans ce recueil de poésie, ont une voix. C'est une voix criarde, une voix qui se fait un peu douce quelquefois, une voix qui montre l'hésitation, une envie effrénée de l'autre. Les corps se font le témoignage de pas mal d'étouffement, de pas mal de dégradation, une certaine douleur vis-à-vis de leur propre miroir, de leur propre reflètement. L'autre a vraiment une grande part dans ce recueil. C'est ça qui est le plus beau dans ce recueil, c'est qu'on entend plusieurs voix et plusieurs échos. Macmillan nous tend un regard tendre et un regard déchiré sur les rapports amoureux. C'est un regard intense sur cette frénésie érotique, sur ce désir de l'autre, sur cette consommation du corps jusqu'à la suffocation. C'est ce que j'ai le plus aimé dans ce recueil, c'est ce qui m'a le plus touché, de pouvoir être immergé comme ça dans cet univers, certes sensuel, brut, fait de chair, de sexe et de sueur, sans pour autant qu'il n'y ait pas non plus un peu de tendresse. Il y a une forme d'espoir à travers ce recueil. Il met de petites lumières sur ces moments un peu cachés, ces moments un peu ombragés. Il y a un véritable jeu clair-obscur dans ces descriptions. C'est sublime, c'est vraiment très très beau et je n'ai jamais lu un recueil de poésie comme ça, qui parlait comme ça du corps. Ce recueil de poésie est juste génial et bouleversant. Je suis où? Dans ma chambre, dans la vraie vie. Bon allez, moi je t'emmène à Westeros. Ne t'inquiète pas, là-bas il y a juste des têtes qui se perdent, des choses étranges et mystérieuses et quelquefois flippantes, et des complots politiques entre familles qui veulent s'entretuer. Rien de si dramatique que ça au fond. Aujourd'hui, tu l'auras compris, je te partage ma lecture du premier volume intégral du Trône de Fer par George Martin, publié chez J'ai lu et traduit par Jean Sola. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre du mois de la fantaisie. Je te le dis d'emblée, ce livre, c'est de la folie. Avant ça, petit topo de l'histoire, garantie sans spoil, parce que oui, dans ce monde, il y a encore des gens qui ne connaissent pas le Trône de Fer. Mais c'est pas grave. Je vais essayer d'en faire un résumé qui n'en dise pas trop non plus, mais qui en dise assez. Dans le Trône de Fer, nous sommes dans un monde où les étés durent des années et des années. Là où notre histoire commence, l'été touche à sa fin et l'hiver arrive. Et il arrive lui aussi pour encore des années et des années. Voilà, les saisons ne durent pas que quelques mois, ils durent très 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 longtemps. À Westeros, au nord, nous suivons la famille Stark, dont Eddard Stark, qui est le seigneur de Winterfell, sa femme Catelyn Stark, mais aussi leurs enfants, Robb Stark, Sansa, Arya, Bran, Rickon, et le fils illégitime Jon. Toute la famille reçoivent le grand roi Baratheon et sa femme Cersei Lannister, ainsi que leurs enfants et ses beaux-frères à Robert Baratheon. Donc il y a Jaime Lannister et Tyrion Lannister.
Donc ils reçoivent la grande famille royale venant de Port-Réal et surtout venant de là où il y a le trône de fer sur lequel siège euh, Robert Baratheon. Voilà, on est dans un monde où tous les royaumes sont unifiés. Donc c'est un petit peu le grand roi qui gouverne sur tout. Ce roi Robert rend donc visite à la famille Stark parce qu'il s'est passé un événement assez tragique. La main du roi est morte. Jon Arryn est mort et Robert vient donc rendre visite à son vieil ami Eddard Stark pour qu'il prenne le flambeau et qu'il devienne la nouvelle main du roi. Donc au début, Eddard Stark est assez réticent, mais voilà, il va quand même accompagner le roi jusqu'au sud et il va se rendre compte que ce n'est pas très joli et que l'ambiance n'y est pas vraiment à la fête. Oh, c'est pas du tout le pays des bisounours, quoi. Tout ce petit monde est protégé par ce qu'on appelle le mur, gardé par la garde de nuit que Jon, le fils illégitime d'Eddard Stark, va intégrer. Et pareil, aux frontières de ce mur, il se passe des choses très étranges, très flippantes. À côté de ça, tout à l'est, au niveau de la mer Dothraki, nous allons suivre Daenerys Targaryen et son frère Viserys Targaryen après le renversement du roi, leur père, qui était l'ancien roi des sept royaumes à la place de Robert Baratheon. Ils ont été exilés et ils sont en soif de vengeance. Ils vont s'allier avec le peuple nomade, les Dothraki, pour tenter de former une armée et se venger et revenir sur le trône de fer. Mais là, pareil, tout ne va pas se passer vraiment comme prévu. Voilà, en gros, pour le résumé du trône de fer. Je te préviens, je ne referai pas une seconde fois. Comme tu l'auras compris, le trône de fer, c'est avant tout un entremêlement de plein de points de vue différents, de personnages différents que l'on suit. Alors ça peut être un défaut pour certains de suivre autant de personnages, mais pour moi c'est là que se trouve aussi la plus grande force de ce roman et de cette histoire, c'est comment George Martin arrive à composer avec tous ses points de vue et comment il arrive par ce biais-là à nous immerger complètement dans cet univers. On peut s'y perdre, c'est vrai, mais cela nous plonge complètement dans un autre monde. Les points de vue se suivent et sont très bien choisis par George Martin. Surtout, en fait, on reste attaché à chaque fois à chaque personnage et à chaque point de vue que l'on suit. Je trouve ça assez fort parce que finalement, George Martin arrive quand même avec tous ses points de vue à ce que l'on soit toujours intéressé par ce qui se passe pour chaque personnage que l'on suit. Cela crée des moments de tension durant tout le roman et c'est génial. George Martin, c'est un habitué de la nouvelle et on ressent en fait ça. Chaque fin de chapitre, on a le droit à une chute qui va nous mettre dans une position d'attente ou de surprise. Pour moi, donc, ce trop de personnages n'est pas du tout un défaut. Au contraire, je trouve que sans ça, le roman aurait été mais complètement différent. J'aurais été moins dedans aussi, je pense. Parce que vraiment, ça nous immerge du coup complètement dans cet univers où on croise plein de personnages comme si c'était la vraie vie. Donc on va suivre en tout au moins 8 points de vue, que ce soit des hommes ou des femmes. D'ailleurs, je pense qu'il y a une certaine équité là-dedans, même dans les points de vue. Alors par contre, je te préviens tout de suite, les personnages féminins, alors c'était déjà le cas dans la série, mais là c'est encore plus fort dans le livre. Ce sont des personnages mais qui sont maltraités. J'aimerais pas être un personnage féminin dans cet univers parce que franchement, tout ce qu'elles subissent, c'est dur quelquefois, vraiment, c'est très dur. Mais en même temps, je pense que c'est une volonté aussi de George Martin. Tout ça, ça donne aussi des personnages féminins très forts à chaque fois. Trône de fer, ce sont aussi des intrigues politiques absolument captivantes et très bien développées. On sent à quel point George Martin est aussi un grand passionné de l'histoire et à quel point il insuffle dans son roman. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus passionnant dans ce livre, et d'ailleurs c'est aussi le cas dans la série. Ce sont toutes ces intrigues politiques
et à quel point, malgré le fait que ça soit construit sur divers points de vue, on sait ce qui se passe dans tous les coins du monde. On sait que Daenerys avance, on sait la menace qu'elle représente pour Robert Baratheon. On sait plein de choses comme ça et des petits détails qu'on retrouve au gré des pages et qui construisent tout un ensemble. On voit du coup tous les aspects politiques de chaque point de vue. On aura le point de vue du camp d'en face, de tous les camps en fait. Ça donne un univers complexe qui n'est pas simple, mais en même temps le monde n'est pas simple non plus. Ça donne diverses facettes. Mais ben, c'est trop bien. Vraiment, c'est génial à lire. C'est absolument captivant en tout cas, moi je trouve. Comme sur un plateau d'échecs, George Martin nous montre tous les jeux du pouvoir, tous les jeux des tactiques politiciennes, tous les jeux des stratégies pour tenter de gagner une bataille sans enlever une once de profondeur psychologique chez les personnages. Il n'y a aucun personnage qui est manichéen dans ce roman. Ils ont tous des failles et ils ont tous des forces et ils ont chacun leur propre trajectoire que l'on suit vraiment avec délectation. À un moment donné d'ailleurs, il y a un personnage qui dit une phrase et on sent que c'est vraiment la devise ultime de cette saga. Lorsqu'on s'amuse au jeu du trône, il faut vaincre ou périr, il n'y a pas de moyen terme. C'est exactement ça, en fait, ce livre. Il y a toute une réflexion autour du pouvoir, ce que cela représente pour nos personnages, ce que cela induit, ce que cela produit, s'il doit y avoir un grand méchant dans ce premier volume, en tout cas, c'est le pouvoir. George Martin, sur cette question, dit d'ailleurs: quand j'ai commencé la série en 1991, je ne savais pas vraiment ce que ça allait être. Mais quand j'ai été bien avancé dans l'écriture de A Game of Thrones, oui, je savais quels seraient les principaux thèmes développés, et celui-ci en faisait partie. La nature du pouvoir et son utilisation, ce que font les gens pour accéder au pouvoir, cela fait partie des choses majeures que je développe. C'est donc un monde tout en complexité que nous donne à voir George Martin, et assez original. Il n'y a pas d'élus et finalement les héros, il n'y en a pas non plus. Donc George Martin s'attarde vraiment à développer en profondeur ses personnages et ses intrigues pour nous donner à voir un monde comme nous le vivons aujourd'hui, c'est-à-dire un monde complexe qui n'est pas fait seulement d'un côté du bien et de l'autre du mal. De plus, autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est l'écriture. Même si je sais très bien que la traduction a été vivement critiquée par beaucoup, je trouve quand même que les descriptions sont absolument magnifiques et qu'il y a même une certaine sensualité quelquefois dans ces descriptions. En tout cas, ce sont des descriptions qui nous immergent complètement. George Martin arrive très bien à nous plonger dans des ambiances très différentes à chaque fois. On sent par exemple une montée de tension au fur et à mesure des pages. On ressent le grand froid du Nord par exemple. On sent aussi l'étau qui se resserre dans le sud. Et j'ai même eu le vertige à un moment donné parce que les personnages arrivent dans un royaume qui est situé très en hauteur. Et ben, on ressent vraiment la hauteur. Et j'ai vraiment adoré l'écriture aussi, les descriptions, la manière qu'il avait de poser, même ses dialogues. Enfin, je crois que j'ai tout adoré dans ce roman, vraiment. C'était juste dingue. J'ai vraiment pas lâché une seule seconde ce livre et j'ai adoré. Alors, as-tu déjà rendu visite à Winterfell, ou si tu ne l'as pas déjà fait, est-ce que je t'ai donné envie d'y mettre un jour un pied? Allez, salut!